Sur la première, CQFD. Stéphane Gabiou. Dans l'actualité du jour, on reparle donc test Covid, mais test d'anticorps avec l'arrivée d'un nouveau venu, Adrien Zerbini. Oui, et rappelons que le test d'anticorps est celui qui vous permet de savoir si vous avez eu la maladie et si vous avez encore une immunité contre celle-ci. On ne parle donc pas ici des tests pour savoir si vous êtes malade, comme les tests PCR ou antigéniques. Ceci tout simplement parce que le corps met une quinzaine de jours, grosso modo, pour produire ces anticorps, donc on ne peut tester qu'à la fin de la maladie ou après celle-ci. Et pourtant, ces tests sont très utiles. Oui, parfois à l'échelle individuelle, quand on se demande si par hasard on n'aurait pas eu le Covid de façon asymptomatique. Et puis à l'échelle des politiques de santé, parce que ça permet de savoir si une population et une partie de cette population est immunisée contre la maladie. Donc les tests d'anticorps sont très utiles. Celui dont on va parler aujourd'hui est révolutionnaire dans le sens où il est beaucoup moins cher que ses prédécesseurs, avec une fiabilité plutôt meilleure. En gros, une simple goutte de sang vous permet de savoir si vous avez ces fameux anticorps. Et puis, cerise sur le gâteau, ce test qui vient d'être présenté dans une étude dans PNAS est le fruit d'une collaboration entre l'EPFL, l'Université de Genève et les HUG. Bonjour Grégoire Michelin. Bonjour. Merci de nous rejoindre en direct dans CQFD ce matin. Vous êtes médecin et chercheur au laboratoire de caractérisation des réseaux biologiques de l'EPFL. Vous êtes un des auteurs donc de l'étude qui présente ce nouveau test. Par quel grand principe avez-vous pu créer un test qui semble n'avoir finalement que des avantages sur les tests qui existent déjà? Alors le grand principe s'appelle la microfluidique. C'est un principe qui nous permet en fait de manipuler les fluides à l'échelle du micron. Donc on peut former des canaux et des puits qui font la taille d'un cheveu, ce qui nous permet d'utiliser très peu de réactifs et très peu d'échantillons dans les tests que nous effectuons. Donc ça se passe, c'est tout petit. Tout ça se passe, si j'ai bien compris, sur l'équivalent d'une clé USB là, comme dimension, pour se faire une idée. On peut tester 1000 échantillons en même temps, c'est ça ? Oui, exactement. Donc la taille d'une clé USB, c'est une sorte de plastique mou, un peu transparent, que l'on dépose sur une lame de microscope et dans lequel nous effectuons tous nos tests. Du coup, alors autre avantage de cette miniaturisation, vous avez dit moins de réactifs, mais beaucoup moins de sang est nécessaire également. Oui, tout à fait. Et ce que nous avons pu montrer dans notre étude, c'est qu'on peut utiliser en fait du sang qui est prélevé au bout du doigt, donc par des micro-prélèvements, comme par exemple des personnes diabétiques feraient pour suivre leur taux de glucose dans le sang. Et ensuite, on peut récolter cet échantillon de très petit volume et l'envoyer par la poste sous forme séchée, que nous analysons ensuite dans notre laboratoire. D'accord, donc le sang peut sécher et on arrive encore à aller voir dedans s'il y a des anticorps. Oui, tout à fait. Les anticorps, en fait, sont des protéines qui sont très stables. Et dans ce cas, on a pu montrer que le fait de les sécher et ensuite de les extraire, donc en les réhydratant, permettait toujours de les détecter dans notre test. Ça signifie que ce test, il devient aussi accessible à d'autres populations. Je pense aux enfants dans les crèches ou autres. Si c'est une toute petite piqûre qu'on fait, ça veut dire que c'est presque indolore. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour étudier la propagation du virus dans des écoles ou dans des crèches, on n'aurait pas envie de faire des prises de sang à tous ces enfants. Donc là, on a la possibilité de faire une piqûre au bout du doigt, ce qui est beaucoup plus confortable pour eux et limite un peu cette difficulté. Mais alors juste que je réalise, parce que je crois que vous avez déjà mené des tests dans certaines classes genevoises, c'est ça ? Oui. Et donc vous allez dans les classes et puis hop, un petit piqûre, un petit coup là au bout du doigt, paf, on récolte la goutte de sang. Exactement. Elle arrive où Elle arrive sur un dispositif qui va prélever une quantité petite mais connue de sang, donc toujours la même quantité. Et ensuite, le sang sèche très rapidement et ensuite on peut l'envoyer par la poste. Mais la clé USB, elle intervient à quel moment alors ? Elle intervient au sein de notre laboratoire une fois que nous récoltons tous les échantillons, que nous les recevons par la poste. On va ensuite nous-mêmes les déposer dans cette clé USB, si vous voulez, cette puce microfluidique, pour faire tous les tests en même temps. Mais donc ça doit être un travail hyper minutieux. Je sais pas, vous allez. Il y a un robot, Stéphane, il y a un robot. Il y a un robot qui fait ça. Ne vous inquiétez pas, là je sens que déjà vous avez mal à la tête. Non, c'est vrai, c'est robotisé cette C'est robotisé et puis en plus ça serait impossible de faire à la main parce qu'on dépose les échantillons à une distance de quelques centaines de microns. Donc encore une fois les milliers d'échantillons dans une clé USB où ils sont collés les uns aux autres. Exactement. Donc sur une clé USB, on pourrait les mettre l'un à côté de l'autre, mais quand même assez séparés pour qu'on puisse les tester individuellement. Ouais. Adrien. Et ça permet aussi d'effectuer ces tests dans des zones difficiles d'accès, parce que j'imagine dans les zones éloignées, par exemple, on n'a pas forcément des laboratoires, et avec ce test-là, on peut envoyer par la poste et donc permettre des tests là où ça n'était pas possible avant.
Voilà, et même en Suisse, pour des personnes qui auraient peut-être un petit peu moins d'accès aux soins, ça peut être intéressant de pouvoir faire le prélèvement à la maison et ensuite renvoyer l'échantillon. Mais bien sûr, effectivement, si on pense à des pays où la densité de population, où la densité de structure médicale est moins importante, là, il y aurait un grand avantage à pouvoir les récolter et ne pas avoir la limitation de devoir garder l'échantillon dans un frigo et de pouvoir l'envoyer sous format séché. Alors, il y avait Stéphane faisait son angoisse en imaginant la lame de microscope et en mettant les 1000 échantillons. Oui. Reste la question de comment on peut lire ces 1000 résultats. C'est-à-dire de nouveau, on a ce truc microscopique avec 1000 résultats à l'intérieur. Comment ça marche? C'est aussi robotisé? C'est aussi robotisé. On a un microscope à fluorescence. Donc, le signal que l'on lit va être une intensité de fluorescence. Et avec ça, on peut regarder chaque échantillon un par un et le microscope le fait automatiquement pour nous. On lui donne la position du premier et du dernier échantillon et ensuite il va aller scanner un par un chaque échantillon. Dans l'étude de PNAS qui vient de paraître, vous avez pu tester la fiabilité de ce test. Oui, alors grâce à notre collaboration avec les HUG, donc la professeure Isabella Eckerle et Benjamin Meyer, on a pu montrer donc dans environ 150 patients positifs et environ 150 patients négatifs qu'on obtenait une très bonne sensibilité pour détecter ceux qui étaient positifs, donc qui avaient eu des anticorps, à peu près 98% de sensibilité, sans remarquer de faux positifs. Donc on était très satisfait par ces résultats. Est-ce que ce test permet de dire si l'on est immunisé contre le Covid? C'est une question que les gens se posent souvent. Oui, et c'est important de faire la différence. Ce test, en fait, nous permet d'indiquer si on a été infecté ou au contact de ce virus. Dire qu'on est immunisé est une autre paire de manches. Voilà. Il faudrait utiliser des tests un peu plus complexes, mais tout de même, on sait que lorsqu'on a été infecté par le virus, en général, on a une certaine protection face à une réinfection. Donc là, ça peut être déjà un avantage de savoir qu'on a été infecté. Sarah? Alors bon, j'ai l'impression que c'est le Graal, ce test. Évidemment, je pourrais jamais le faire chez moi comme un autotest parce que j'ai pas les 1000 robots, c'est ça, hein. Il y a pas les 1000 robots, mais est-ce que ça coûte cher? Alors, le grand avantage de cette technologie microfluidique, c'est qu'on va très drastiquement limiter les réactifs que l'on utilise, qui sont très coûteux. Donc là, on peut utiliser pour un test jusqu'à moins d'1 centime de réactifs par test effectué. Après, bien sûr, il y a le coût des opérateurs, des personnes qui vont effectuer le test. Des robots. On estime quand même qu'on pourrait potentiellement baisser à moins d'1 franc par test effectué. Ah ouais, ça vaut le coup. Du coup, vu qu'on l'idée c'est de faire ces tests très largement, donc c'est intéressant évidemment si on peut faire baisser le coût. Vous parlez beaucoup au futur, hein, donc quand est-ce que ce test sera commercialisé ou utilisé dans les hôpitaux? Alors, pour l'instant, donc c'est une plateforme de recherche à moyenne échelle, on va dire, mais on espère qu'on pourra le faire à plus large échelle en Suisse. Donc, si par exemple des partenaires comme les cantons, la Confédération, l'OFSP sont intéressés à voir la propagation du virus à plus large échelle, ce serait une possibilité. Après, pour le côté commercial, il faudrait bien sûr créer une compagnie, une start-up qui puisse proposer ça directement aux consommateurs. Ouais, technologie, en tout cas, merci de bien m'avoir expliqué, raconté comment ça fonctionne. Donc ces puces microfluides, elles sont utilisées pour d'autres tests sanguins? Oui, alors en fait, dans notre laboratoire, on a montré précédemment qu'on peut détecter d'autres virus, par exemple comme Ebola, mais aussi des biomarqueurs contre le cancer. Et aussi, nos prochaines investigations seraient pour des tests plus communs, par exemple pour des maladies comme une anémie, où on va mesurer la ferritine, donc des tests qui sont plus couramment utilisés. Un test anticorps Covid-19 plus économique, plus fiable. Merci beaucoup Grégoire Michelin pour vos explications. Donc, médecin et chercheur au laboratoire de caractérisation des réseaux biologiques de l'EPFL. De 10h à 11h, CQFD.